Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition. Sans plus tarder les titres de l'actualité. Alger, Tunis et Le Caire réaffirment leur soutien à un dialogue strictement interlibyen et rejettent toute ingérence étrangère dans la gestion politique du pays. C'est ce qui est ressorti de la réunion du mécanisme tripartite qui s'est tenue hier à Alger. En Algérie, les indicateurs montrent un secteur industriel public en progression avec une production en hydrocarbures en hausse. Une dynamique dans laquelle la sous-traitance s'affirme comme un levier essentiel de la relance. L'exemple ce soir à Oum El-Bouaghi. Au Maroc, les tensions sociales persistent, des scènes de violence ravivent colère et indignation. Tandis que la question sahraoui revient sur le devant de la scène, notamment avec le renouvellement du mandat de la MINURSO, salué par l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental. Aussi là, une nouvelle génération d'auteurs attire l'attention. De jeunes plumes présentent leurs premiers récits et ouvrages devant un public curieux. De quoi rappeler que la scène littéraire algérienne s'étoffe. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Revenons ce soir sur la réunion du mécanisme tripartite qui s'est tenue hier sur la crise en Libye et qui a vu la participation des ministres des Affaires étrangères des pays du voisinage, à savoir l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie. Il a notamment été question d'appuyer et de réaffirmer l'importance du soutien au dialogue interlibyen en adoptant une solution politique globale et consensuelle. Une réunion qui a été sanctionnée par une déclaration finale où les trois parties ont exprimé leur rejet de toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires libyennes. Houria Djardjar ainsi que Badi Amari. Les ministres ont mis l'accent sur l'importance et la centralité du principe d'appropriation et de conduite par les Libyens du processus de règlement politique de la crise que traverse leur pays, avec l'appui des Nations Unies afin de consacrer la volonté politique de l'ensemble des enfants du peuple libyen dans la définition des contours de leur avenir et de préserver l'unité et l'indépendance de l'État de Libye avec son territoire, son peuple et ses institutions. Les ministres des Affaires étrangères algériens, tunisiens et égyptiens ont exhorté toutes les parties libyennes à s'engager activement dans le processus de règlement politique, à faire prévaloir la sagesse et le dialogue et à placer les intérêts supérieurs du pays au-dessus de toute autre considération pour surmonter les obstacles actuels qui entravent l'organisation concomitante d'élections présidentielles et législatives à même de permettre de tourner définitivement la page des divisions et de mettre un terme à cette crise qui a trop duré. Les ministres ont également insisté sur la nécessité de réaliser le processus de réconciliation nationale inclusive avec la participation de toutes les composantes du peuple libyen, se disant convaincus du caractère indissociable de la sécurité et du développement dans le règlement de la crise libyenne en tant que pilier de la stabilité, soulignant que la réalisation d'un équilibre entre les efforts de rétablissement de la sécurité, d'édification d'institutions efficaces et de renforcement du développement socio-économique est la meilleure voie pour surmonter la division, consolider l'unité nationale et permettre à la Libye de renouer avec la stabilité et la prospérité. Les ministres ont également souligné l'importance de poursuivre la coordination entre les trois pays et les Nations Unies concernant les développements sur la scène libyenne pour faire avancer le processus politique, précisant que toute initiative dans l'intérêt du peuple libyen doit être menée en coordination avec l'Organisation des Nations Unies, la Ligue arabe ainsi que l'Union africaine. Ils ont en outre assuré qu'ils continueront à se tenir aux côtés du peuple libyen dans la concrétisation de ses aspirations légitimes à la sécurité, à la stabilité et au développement, saluant le rôle de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies dans la défense des fondements de cette position commune, notamment ses efforts et démarches pour mettre en lumière la responsabilité qui incombe à la communauté internationale dans la préservation des ressources du peuple libyen et la garantie de la bonne gestion de ses avoirs financiers gelés. Les ministres se sont mis d'accord pour la tenue de la prochaine réunion de ce mécanisme à Tunis, à une date qui sera fixée ultérieurement. En Algérie, l'attention se porte sur la situation industrielle de plus en plus attractive pour les investisseurs, avec des signaux qui laissent clairement entrevoir une hausse de la production. Alors, les derniers indicateurs publiés par l'Office national des statistiques montrent que la production en hydrocarbures retrouve un rythme plus stable. Des évolutions qui reflètent sur le terrain le maintien de cette relance industrielle du pays. Badi Amarli.
Les prix à la production industrielle hors hydrocarbures du secteur public national ont enregistré une croissance de 0,9% au deuxième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, caractérisé par une baisse de 2,1%, a indiqué l'Office national des statistiques dans un communiqué. La variation relevée au deuxième trimestre 2025 par rapport à la même période de l'année précédente s'élève à plus 0,1% selon l'indice des prix à la production industrielle de l'Office. Détaillons les principales caractéristiques de l'évolution des prix à la production industrielle du secteur public national au deuxième trimestre 2025 et par rapport au trimestre précédent. L'ONS a souligné que le secteur de l'énergie a enregistré une baisse des prix de l'électricité de près de 3% contre une croissance de plus 0,4% au trimestre précédent. Le secteur des mines et carrières a quant à lui enregistré une baisse de plus de 3%, de moindre ampleur que celle relevée au cours du trimestre écoulé, moins 6,4%, due essentiellement à la baisse des prix de l'extraction du minerai du phosphate. Les prix du secteur des industries diverses ont régressé de près de 10% durant ce trimestre après un recul de 7,3% relevé au cours du trimestre précédent. En revanche, le secteur des industries sidérurgiques et mécaniques a réalisé une croissance positive au second trimestre 2025 en affichant un taux de plus 3,9% contre une baisse de 4,7% relevée au trimestre précédent. Cette tendance à la hausse se justifie principalement par la croissance de 12,0% des prix de la fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques contre une baisse de 18,7% au premier trimestre. Le reste des secteurs se sont caractérisés par des variations plus ou moins de faible ampleur, notamment les matériaux de construction, les industries chimiques et l'industrie agroalimentaire. Et puis ce secteur qui semble prendre une longueur d'avance, la sous-traitance qui s'affirme peu à peu comme un maillon stratégique avec des unités qui fabriquent localement des pièces jusque-là importées. Aoum El-Bouaghi, par exemple, l'une de ces unités montre comment le savoir-faire local peut donner naissance à une véritable filière capable de répondre aux besoins du marché, d'attirer de partenaires étrangers. Anis. Dans cette unité à Aoum El-Bouaghi, des pièces de rechange automobile sont fabriquées, mettant ainsi les bases d'une véritable industrie de sous-traitance. Les moindres détails de la fabrication des radiateurs de moteurs et des climatiseurs internes des véhicules sont réglés selon des normes internationales, grâce à des équipements modernes dotés de technologies avancées, maîtrisées par une main-d'œuvre locale qualifiée. Le produit passe par plusieurs étapes. De la roue en aluminium jusqu'aux dents qui la perforent, lui donnant les dimensions adéquates pour les différents types de véhicules. Puis vers le second réseau jusqu'au produit final, prêt pour la phase d'assemblage. À cette étape de la production du radiateur, les composants sont assemblés au moyen d'une machine spécialement conçue pour garantir les bonnes dimensions, la rectitude, la solidité des liaisons entre les pièces et leur préparation pour la phase de soudure. Avec un taux d'intégration de plus de 60%, cette usine assure la production d'une large gamme de radiateurs destinés aussi bien aux véhicules qu'aux machines industrielles. Avec une capacité de production supérieure à 170 000 unités par an, elle couvre une bonne partie des besoins du marché national tout en visant également les marchés extérieurs. Lors de sa dernière participation au Salon africain, l'entreprise a signé un protocole d'accord en vue d'une convention de coopération et de partenariat avec des sociétés spécialisées dans la fabrication et le montage de camions acétifs. Les investissements dans l'industrie de la sous-traitance commencent à attirer les investisseurs, notamment grâce à un marché prometteur qui s'inscrit pleinement dans la politique des pouvoirs publics visant à passer de l'importation à la production locale et à s'orienter vers l'exportation. La situation au Maroc continue d'inquiéter. Des scènes de violence ravivent colère et indignation. Pour les Marocains, ce qu'il se passe dépasse la limite du supportable. Et vous entendrez des témoignages qui révèlent un profond malaise, celui d'une population qui se dit fragilisée et abandonnée par son gouvernement. Maïs Al-Bouala.
Dans une scène qui révèle une inquiétante dérive des valeurs humaines, les rues du Maroc ont été secouées par des images bouleversantes et douloureuses d'une femme âgée violemment agressée en plein jour. Des images où l'autorité apparaît comme un instrument de répression indifférente à son âge avancé. La machine répressive du Marzen semble avoir atteint un degré de dureté tel que la dignité humaine elle-même est devenue une cible légitime de répression. C'est notre terre, ils veulent nous la retirer. C'est injuste. C'est de l'injustice, ils paieront devant Dieu. Sous des slogans administratifs fragiles se poursuit un processus de déplacement forcé des citoyens, une politique qui se répète de manière choquante et suscite une large indignation populaire. Beaucoup y voient une stratégie punitive qui ignore les principes humanitaires les plus élémentaires. On est perdu, on se nourrit de terre et de pain, nos enfants sont fatigués, ils ne dorment jamais. Ils nous poussent à quitter notre pays. À ce rythme, on partira tous pour qu'ils y vivent tout seuls. Trop, c'est trop. Le peuple souffre. Les dirigeants nous poussent vers l'errance. Voilà à quoi ressemble ma vie depuis 4 ans. Les dirigeants ont détruit ma vie. Entre les scènes de démolition, d'expulsion et d'arrestation, le citoyen marocain se retrouve dépouillé de ses droits les plus fondamentaux face à des forces de répression qui ne laissent aucune place au dialogue. Il ne s'agit là que de l'expression d'une crise morale et politique profonde qui touche le cœur même de la société. Alors que la question sahraoui revient sur le devant de la scène, l'ONU tente de remettre en mouvement le processus. Depuis Bruxelles, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental exprime son soulagement pour le renouvellement du mandat de la MINURSO. Staffan de Mistura rappelle que la résolution adoptée par le Conseil de sécurité n'est qu'un cadre pour les négociations, n'apporte aucune solution finale au conflit. Sonia Gassi et Maïsal Bouala. La résolution 2797 remet le dossier sahraoui au premier plan de la scène internationale. En rappelant une vérité fondamentale, le peuple sahraoui est le seul habilité à décider de son destin. En reconduisant pour une année supplémentaire le mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies chargée d'organiser le référendum au Sahara occidental. Le Conseil de sécurité réaffirme la référence incontournable, l'autodétermination demeure la clé de toute solution politique juste, crédible et durable à ce conflit. Nous voulons exprimer notre satisfaction pour la prolongation du mandat de la MINURSO jusqu'en octobre 2026. Cela va certainement aider à garantir l'atmosphère de stabilité nécessaire pour accompagner les prochaines négociations. L'envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a rappelé que cette résolution ne constitue pas une fin en soi, mais un cadre pour poursuivre les négociations. Un rappel qui met en échec les tentatives visant à contourner la légalité internationale et qui confirme que l'avenir du Sahara occidental ne peut être décidé qu'avec et par le peuple sahraoui. La résolution 2797, dans son paragraphe le plus explicite, définit, et j'insiste sur ce point, un cadre pour les négociations sans en prédéterminer l'issue. Dans le sillage de la résolution 2797, Staffan de Mistura a annoncé l'ouverture d'une nouvelle phase de consultation, invitant les deux parties à présenter leurs propositions respectives, une étape que les Sahraouis espèrent déterminante pour remettre le processus politique sur sa trajectoire initiale. Après des années de blocage et de glissement loin de sa mission charnière, le droit à l'autodétermination reconnu mais toujours reporté. Notre démarche consiste, dans un premier temps, à inviter toutes les parties à présenter leurs propositions et suggestions, afin de permettre aux Nations Unies d'élaborer un agenda global pour des discussions directes ou, si nécessaire, indirectes sur les questions les plus essentielles.
La prolongation du mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire s'inscrit comme un message politique fort, témoignant de la persistance de l'engagement international en faveur de l'organisation du référendum, une issue qui demeure l'expression souveraine de la volonté du peuple sahraoui et la seule voie capable de garantir une solution juste et pérenne à ce conflit longtemps suspendu. Et sur le terrain, cette quête prend tout son sens. Malgré un demi-siècle d'occupation, le peuple sahraoui n'a jamais cessé de défendre son droit. La résilience est devenue un mode de survie, une manière de dire que ni la répression, ni les tentatives pour faire taire leur voix n'a réussi à briser leur détermination. Une ténacité qui reste aujourd'hui au cœur de leur combat. Yassina Hassini et Amira Sefta. 5 décennies se sont écoulées depuis l'entrée de l'armée marocaine au Sahara occidental. 50 ans d'occupation, de marginalisation et de tentatives répétées pour étouffer une cause pourtant reconnue par le droit international. Le droit du peuple sahraoui à décider de son avenir. Malgré la répression, la pauvreté et les arrestations des militants, le peuple sahraoui n'a jamais abdiqué. Sa lutte se poursuit, ferme et constante, portée par la conviction que la liberté n'est pas une concession, mais un droit inaliénable. Dans le même temps, la solidarité internationale s'élargit. En Espagne, en Europe, en Amérique latine et en Afrique, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une position juste et la fin de l'occupation. Un demi-siècle est passé, mais la cause sahraoui demeure vivante, alimentée par la patience et la résilience d'un peuple et l'éveil grandissant de la conscience mondiale. Cette force, nous la retrouvons également en Palestine. À Gaza, l'université Al-Azhar tente malgré tout de reprendre son souffle. Les étudiants reviennent sur un campus meurtri, détruit par les bombardements sionistes, mais qui reste pour eux un repère. Et sa rouverture devient alors un acte de résistance porté par cette jeunesse qui refuse d'abandonner. Les enseignants et leurs familles s'accrochent eux aussi à cet espoir. Badé Amali. Après 2 ans d'arrêt des suites de la guerre génocidaire qui a tout détruit sur son passage, les étudiants razaouis reprennent le chemin de l'université. Al-Azhar a rouvert ses portes dans une ambiance qui démontre l'attachement des Palestiniens à la vie et à la reconstruction de leur pays décimé. Nous avons décidé de rouvrir l'université dans ces conditions difficiles pour redonner l'espoir aux étudiants qui veulent reprendre les études. Lorsque nous sommes revenus de notre déplacement forcé vers le sud, l'université n'était plus que des enceintes vides, ce qui nous a poussés à prendre une décision ferme pour aller de l'avant. L'université, qui était un centre de rayonnement, de savoir et de connaissances, a été la cible de bombardements qui ont détruit ses bâtiments et avec ses classes de cours et ses laboratoires. Les images parlent d'elles-mêmes. Malgré cette situation, l'administration de l'université a pris toutes les mesures pour renouer avec les cours. Nous sommes contents des résultats de l'orientation et heureux que l'université d'Al-Azhar rouvre ses portes. Nous poursuivrons nos rêves. Lorsque nous nous sommes rendus à l'université, nous avons su qu'il y a un espoir de renaître. Malgré les séquelles de la guerre, les étudiants sont revenus à l'université heureux de reprendre leurs études. Leurs parents ont eux aussi exprimé leur joie de la reprise des cours, considérant qu'avec le savoir et la détermination, Gaza saura se relever. Elle rebondira et effacera les traces indélébiles du génocide. Une alerte retentit à l'échelle mondiale. Depuis Belém, au Brésil, le secrétaire général de l'ONU appelle les dirigeants du monde à agir sans délai face à un réchauffement climatique qui s'approche dangereusement du seuil de 1,5 degré Celsius, pilier de l'accord de Paris de 2015. Un appel lancé lors du sommet sur le climat organisé à l'approche de la 30e conférence des parties de l'ONU sur les changements climatiques prévue du 10 au 21 novembre prochain à Belém. Chaque fraction de degré supplémentaire signifie davantage de faim, de déplacements et de pertes, surtout pour ceux qui en sont les moins responsables, a déclaré le secrétaire général, avertissant qu'un dépassement incontrôlé pourrait faire basculer des écosystèmes entiers au-delà des seuils irréversibles, exposer des milliards de personnes à des conditions invivables et amplifier les menaces sur la paix et la sécurité. Au Salon international du livre d'Alger, une nouvelle génération d'auteurs s'impose avec assurance. De jeunes écrivains, parfois leurs tout premiers romans, viennent partager leurs débuts, leurs influences et cette envie de transmettre. Un Silla qui devient ainsi une vitrine pour des auteurs qui trouvent cette année encore un public particulièrement attentif. Un reportage signé Anis Chir.
Jeunesse à la fleur est le premier roman de la jeune autrice Reem Khalil. Ingénieure de formation, l'écrivaine en herbe est fière de présenter son nouveau-né au Sila. Que je souhaite à tous les amoureux de l'écriture, c'est une consécration, c'est un aboutissement. Donc jeune autrice algérienne, oui, je pense qu'il y a énormément de volonté de transmission quelque part de son histoire personnelle, même si dans le cas de Jeunesse à la fleur, il s'agit nullement d'une histoire biographique. Comme elle, de nombreux jeunes auteurs sont mus par la volonté de transmission. C'est le cas de Mehdi Msaoudi, un jeune auteur qui présente son roman Le Coucou. Un polar captivant qui nous entraîne dans une enquête menée par un commissaire de police à la retraite, adepte de méthodes peu conventionnelles. À travers son récit, l'auteur, qui n'en est pas à sa première publication, veut toujours surprendre ses lecteurs. Je suis passé du drame horrifique au drame social. Ensuite, j'ai parlé de l'histoire de l'Algérie durant le colonialisme, pour ensuite basculer dans la nouvelle qui a trait à l'enfance, aux premières expériences de l'enfance, pour enfin écrire un ouvrage qui n'a absolument rien à voir, qui est un roman noir. Donc, il y a cette volonté de rupture. Pour Mehdi comme pour Reem, l'écriture est une véritable vocation. À ce titre, ils encouragent les jeunes talents à se lancer sans hésiter dans l'aventure. Attendez le bon moment quand même. L'écriture, ça mûrit, ça se bonifie avec le temps. De croire déjà en leur talent, de ne pas se laisser dévier de leur trajectoire et d'y aller à fond. De plus en plus de jeunes écrivains apportent aujourd'hui du sang neuf à la grande tradition littéraire algérienne, portée également par un jeune lectorat qui manifeste un intérêt grandissant pour le livre. Un mot de sport à présent avec cette Coupe du Monde escrime qui se poursuit en ce deuxième jour dans une ambiance digne des grands événements internationaux. Alors plus de 370 athlètes dont 170 femmes représentant plusieurs nations participent à cette édition. L'Algérie est en tout cas bien représentée avec ses 21 athlètes engagés dont 7 femmes. Une compétition de haut niveau qui offre aux sabreurs algériens une précieuse occasion de se mesurer à l'élite mondiale. Rappelons que les épreuves par équipe auront lieu dimanche en catégorie masculine et féminine et que les finales individuelles se tiendront demain, samedi. Écoutons ces déclarations. Ici à la Coupe du Monde de sabre à Alger, mes impressions sont très bonnes. J'ai été impressionné par le nombre de participants. Nous avons à peu près 400 tireurs. Pour un pays africain, je crois que c'est une très bonne chose. Nous avons des tireurs qui viennent de partout dans le monde. Ça veut dire que la Fédération algérienne d'escrime a fait un très bon travail et que le pays lui-même, il est sérieux. Voilà. Alors, la participation algérienne, hier, on avait commencé par 14 sabreurs, tous avec quand même un niveau appréciable. Ils n'ont pas démérité sur les pistes. La composante de l'équipe nationale, actuellement, après les Jeux Olympiques de Paris, elle a changé. Où la majorité, les 80%, c'est des jeunes. À peine, ils sont cadets et juniors. Ils sont cadets et juniors. On a gardé quelques éléments, justement, pour que ce soit eux qui vont tirer l'équipe vers le haut. Alors, les filles aujourd'hui, on a 7 filles. Elles n'ont pas, eux aussi, démérité. Elles ont fait leur maximum. On a maintenant, on comptait surtout sur les anciennes comme Benadouda Shaima, Kahli, qui a fait les Jeux Olympiques, Kahli Zohra. Ben Shakor Neila et là il y a Kahli qui tire encore et elle a jusque-là elle a 3 victoires, donc ça va, on va tirer le deuxième tour et on va continuer aussi et aller plus loin Inch'Allah la compétition. L'accueil était déjà magnifique, tout va très bien pour le moment. J'adore vraiment le complexe. J'ai tiré ici pas mal de fois, c'est toujours l'un de mes favoris. J'aime bien vraiment l'architecture, c'est bien l'organisation c'est toujours au top, c'est toujours professionnel, les pistes ils sont magnifiques, tout va vraiment très bien. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes. À demain pour l'édition de 19h.